Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, vous le savez, ce sont des reportages, des documentaires, également un magazine qui vient tout juste de sortir, L'enfance de tous les dangers, que je vous présente ici, que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne, pour laquelle vous pouvez accéder sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Et aujourd'hui, pour les grands entretiens, je reçois monsieur Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir. Vous êtes rédacteur en chef donc, de la revue politique et parlementaire, professeur à la Sorbonne, et aussi également auteur donc, du livre Aux portes du pouvoir, le RN, l'inéluctable défaite, pour l'interrogation. Victoire. Victoire, pardon, et on va y venir. Comment analysez-vous donc le résultat de ces dernières législatives où on a vu la percée, enfin, quasiment l'explosion du nombre de sièges pour la gauche avec le NFP et également aussi l'augmentation du nombre de sièges pour le RN, inédite, quasiment le double. Quel regard on a donc sur ces résultats ? Plusieurs enseignements. Premier enseignement, c'est qu'on a, pour la première fois sous la Ve République, déjà une Assemblée nationale à l'heure où l'on parle, au sein de laquelle on ne voit pas une majorité se dessiner. Ce qui est, de ce point de vue-là, un phénomène tout à fait exceptionnel et unique sous la Ve République. Deuxième élément, ce qu'il faut noter, c'est que c'est quand même une élection qui a donné lieu à une participation plus soutenue que les élections législatives précédentes. C'est certainement la participation la plus soutenue depuis près de 40 ans. Depuis 1997. Donc oui, et même on peut considérer que c'est une participation qui est dans l'étiage de celle qui était celle de 81, notamment pour le premier tour. Ensuite, on a des résultats qui sont de fait, in fine, assez contrastés. Il y avait ce que prédisaient plus ou moins les instituts de sondage, ce que nous annonçaient les instituts de sondage et la réalité. La réalité, c'est qu'on a trois blocs qui sortent de cette élection. Un bloc qui est le bloc macroniste, qui perd près de 90 parlementaires. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même un échec pour le président de la République. Mais en même temps, c'est un échec relatif par rapport à ce qui était éventuellement envisagé. Il a plus ou moins, en tout cas, grâce à son Premier ministre, colmaté les brèches, même s'il a perdu sa majorité, définitivement. Ensuite, on a le score de la gauche. Alors, le score de la gauche, il marque certes une progression, mais une progression d'abord relative, progression relative en voix par rapport à ce qui avait été l'élection législative précédente, mais avec un paysage peut-être plus équilibré qu'il ne l'était en 2022 avec la NUPES, où cette fois-ci, on a assisté finalement à une forme de stagnation de la progression de LFI, mais à une petite hausse du Parti socialiste, ce qui a son importance, puisque d'une certaine manière, ça rééquilibre un peu le jeu entre le PS et LFI, comme le résultat des élections européennes avait rééquilibré le jeu, cette fois-ci en faveur d'ailleurs du Parti socialiste avec M. Glucksmann. Ensuite, le Rassemblement national. Tout le monde dit que le Rassemblement national a connu une déconvenue. Il a connu une déconvenue au regard d'une interprétation très immédiate, bien évidemment, de son score. La réalité, c'est que le Rassemblement national arrive en tête en voix, progresse en sièges et dispose d'ores et déjà à l'Assemblée nationale, arithmétiquement, du premier groupe parlementaire de l'Assemblée et du premier groupe d'ailleurs parlementaire de toutes les assemblées réunies, c'est-à-dire Sénat et Assemblée nationale avec un nombre d'à peu près 126 députés, auxquels il faut rajouter les 20 députés du groupe ciotiste qui ont formé un groupe parlementaire à part. Donc on a une élection contrastée, une élection dont on peut considérer que finalement les urnes n'ont pas rendu leur verdict, véritablement. Ou un verdict en tout cas très incertain, qui fait rentrer la Ve République dans un régime totalement inconnu par rapport à ce que nous avons pu vivre
depuis 1958. Est-ce que l'une des issues aussi de cette élection, ça n'a pas été aussi la fin des partis dits républicains de droite, enfin du parti républicain de droite, les républicains, au profit de cette vague RN? Parce qu'on ne peut pas nier, comme vous le disiez, c'est que là, on est vraiment devant une vague RN. Oui, alors, j'ai envie de vous répondre oui et non. Oui, en termes de voix et en termes de pourcentage. Aujourd'hui, le Rassemblement national, ça a été rappelé par le directeur de la Fondapol tout récemment, Dominique Régnier, le Rassemblement national absorbe 80% de l'électorat de droite. Mais on aurait pu s'attendre à ce que les LR s'en sortent beaucoup plus difficilement en termes de sièges. Et manifestement, si vous voulez, tout ce qui relève des LR et des divers droites, aujourd'hui tangente les 60, voire un peu plus parlementaires. Ce qui finalement est un résultat très honorable au regard d'abord de la crise qu'ont connue les LR durant cette élection législative avec le départ de M. Ciotti, qui a lui contracté une alliance avec le Rassemblement national. Et compte tenu aussi du fait que les LR sortaient d'une élection européenne très difficile où M. Bellamy n'a même pas pu réaliser le score qui avait été le sien en 2019. Mais oui, vous avez raison de dire. La réalité, c'est que les LR n'ont pas résolu dans cette élection législative l'équation totalement complexe qui est la leur, c'est-à-dire de parvenir à desserrer la tenaille dans laquelle ils sont pris entre d'un côté le bloc macroniste et de l'autre côté le Rassemblement national. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que les LR ont totalement disparu de la scène politique, ne serait-ce que parce que finalement le résultat en termes de sièges est certainement beaucoup plus, j'allais dire, rassurant pour eux que là aussi le prédisaient un certain nombre d'études préélectorales. Et aussi, on peut imaginer peut-être qu'à l'avenir, ils peuvent aussi jouer le rôle de centre de gravité ou d'équilibre. Ils peuvent de partis aussi... pivots, de gros voilà. parlementaires pivots. Oui, parce que si vous voulez, ils retrouvent d'une certaine manière une importance politique et tactique au sein même d'un Parlement qui est un Parlement où il n'y a aucune majorité. Donc l'apport des LR, dans un sens ou dans l'autre, sera un apport qui permettra éventuellement à une coalition de se former. Encore faut-il qu'ils aient le désir de rentrer dans une coalition, ce qui, encore une fois, là aussi, à l'heure où l'on parle, ne semble pas, en tout cas, la position du nouveau président du groupe, Laurent Wauquiez. Et en parlant donc de cette recomposition et de ce Parlement avec 3 blocs et pas forcément, pas du tout même de majorité, donc le président de la République s'est exprimé. D'habitude, c'est par vidéo, mais là, c'est dans une lettre. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu cette formule de nouvelle culture politique française. Donc, vous avez appelé à l'invention d'une nouvelle culture politique française. Qu'est-ce qu'il essaye de dire à travers cette formule? Et plus largement, dans la lettre qu'il a diffusée. Très clairement, dans la lettre qu'il a fait publier dans la presse quotidienne régionale, c'est une lettre qui, d'abord, après 3 jours de silence présidentiel, prend acte du résultat des élections et prend acte du fait que, à ce stade, il ne dispose pas de majorité pour pouvoir former un gouvernement. Donc il appelle les forces politiques, celles en tout cas qu'il considère comme républicaines, à se mettre d'accord autour d'un certain nombre de valeurs, d'ailleurs, qu'il énumère dans cette lettre, et de trouver finalement des points de convergence qui permettront de constituer une coalition. La vérité, c'est que la nouvelle culture politique qu'il appelle de ses voeux, c'est une culture politique qu'il n'a pas réussi d'ailleurs à mettre en place durant la législature précédente. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé durant la 16e législature. La 16e législature était une législature où déjà nous n'avions qu'une majorité très relative. La majorité la plus relative dont un gouvernement est disposé sous la Ve République.
c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, in fine, il a fini par dissoudre, parce qu'il se disait que durant 3 années, ça serait difficile de pouvoir continuer à gouverner de la sorte. Après, on peut discuter du calendrier, dans lequel il a décidé en effet de dissoudre. Mais il avait essayé déjà d'élargir cette base majoritaire. Il avait demandé à Madame Borne, quand elle était Première ministre, d'aller chercher des forces d'appoint qui permettraient éventuellement d'avoir une majorité plus solide, et qui permettrait éventuellement de disposer d'une majorité absolue, notamment en direction des LR. Il n'y est pas parvenu. Là, il se retrouve, si vous voulez, dans un contexte où il a perdu sa majorité relative. Il a un groupe d'à peu près 160, enfin il a plusieurs groupes qui représentent environ 160 parlementaires, donc il essaye de créer les conditions d'une coalition. En fait, il fait référence à ce qui se passe dans d'autres pays, qui sont des démocraties parlementaires, où on peut se mettre d'accord à partir d'un certain nombre de compromis pour bâtir un socle gouvernemental. Alors, c'est une culture politique nouvelle. Non, en France, d'ailleurs, on a connu cette culture politique. C'est la culture politique de la Troisième et de la Quatrième République. Mais à la différence, c'est que la Troisième et la Quatrième République étaient des régimes parlementaires, comme l'est certes la Cinquième République, une démocratie parlementaire, mais la Cinquième République a une autre particularité, c'est qu'en fait c'est un régime hybride. C'est que c'est un régime aussi semi-présidentiel. C'est ce que disait d'ailleurs Maurice Duverger, qui disait que la Ve République, c'était un régime semi-présidentiel. Donc, on n'est pas du tout dans la configuration qu'on a connue par le passé avec la Troisième et la Quatrième. On n'est pas du tout dans la configuration que connaissent d'autres pays voisins en Europe. On est vraiment avec un statut qui, sur le plan constitutionnel, est différent. Et je dis ça pourquoi ? Parce que, outre que oui, nous avons perdu en plus la culture des coalitions par rapport à ce qu'on faisait par le passé, mais que le régime semi-présidentiel qui fait quand même de l'élection présidentielle dont tout découle, et vers laquelle cette élection présidentielle, tous les regards des leaders politiques se tournent, parce qu'ils considèrent que c'est l'élection matrice qui va distribuer le pouvoir sous la Ve République. Eh bien, cette élection présidentielle du président de la République au suffrage universel direct rend beaucoup plus difficile la formation de fait de coalition. Parce que les leaders politiques, les principaux responsables politiques, évidemment, ont plus ce calendrier en tête que le calendrier d'une coalition dont ils considèrent peut-être que cette coalition, si on rentre dans une coalition, ça risque de nuire à leurs propres intérêts personnels. Regardez par exemple la façon dont M. Wauquiez, depuis quelques jours, qui estime qu'il est présidentiel, qui estime certainement qu'il est le présidentiel le plus légitime des Républicains, exprime les plus extrêmes réserves quant à la possibilité d'une coalition avec les macronistes pour former un gouvernement, y compris un gouvernement technique. De peur d'être dilué aussi De peur, finalement, d'être associé aussi à une action gouvernementale qui pourrait lui nuire par la suite. D'autant plus que vous avez des forces politiques qui, elles, ne vont pas participer à une action gouvernementale, puisqu'on a décidé qu'elle ne faisait pas partie du de l'arc républicain. On pourrait en discuter, ça aussi. Mais enfin, en tout cas, dans le jeu politique, c'est perçu comme ça. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui rend beaucoup plus difficile la culture de coalition. Mais le problème, c'est de savoir ce qu'a voulu faire le président de la République avec cette dissolution. Il a parlé de clarification. On voit bien que l'objectif de clarification est loin d'être atteint. Pour les Français, il a l'air d'être atteint, puisque ça a plus ressemblé à un référendum contre Macron. Et donc les gens ont massivement voté contre lui. Oui, mais enfin, pour les Français, je ne sais pas pour les Français, peut-être, mais pour Emmanuel Macron qui voulait clarifier les rapports de force au sein de l'Assemblée, force est de constater que cette dissolution ne les a pas clarifiés. On a une Assemblée qui est encore plus ingouvernable qu'elle ne l'était en 2022. Précédemment. Donc, on a un vrai sujet là. Ensuite, le problème, c'est que la lecture que l'on peut faire du résultat de ces élections, et c'est la lecture qu'il en fait, il dit « Ah, mais les Français, finalement, nous ont envoyé un message, ils nous ont demandé de nous entendre ». C'est une interprétation présidentielle du résultat des élections. Mais vous voyez bien que, par exemple, la gauche et le nouveau Front populaire ont tout à fait une autre interprétation, puisqu'ils disent « Ah, les Français nous ont placés en tête en nombre de sièges ».
Donc il est logique que dans un régime parlementaire, ce soit ceux qui sont arrivés en tête en nombre de sièges qui soient appelés pour diriger Matignon. Mais cette interprétation aussi, elle est discutable. Autant que, j'allais dire, l'interprétation du président de la République. Parce que le problème, c'est que, d'abord, en voix, la gauche n'est pas majoritaire, clairement. En voix, c'est plutôt la droite qui est majoritaire. Et ensuite, parce que même en sièges, le nombre de sièges qu'a pu obtenir le nouveau Front populaire ne permettra pas. Ne permet pas de disposer d'une majorité. C'est-à-dire que demain, Emmanuel Macron nomme, peu importe, Jean-Luc Mélenchon, M. Faure, M. Vallot, Mme Tondelier, Mme Guettet de la France Insoumise, etc., etc., leurs gouvernements seront, selon toute vraisemblance, renversés par une motion de censure, comme d'ailleurs s'y sont engagés la plupart des responsables et des chefs parlementaires des autres formations politiques. Donc il n'y a pas plus de majorité à gauche qu'il n'y en a au centre, ce qui fait qu'en effet, on est dans une configuration qui est totalement inédite. Est-ce qu'il a volontairement, est-ce que Emmanuel Macron a pensé à provoquer ce chaos de sorte de peut-être précipiter les partis d'opposition dans une position de gouvernant et finalement leur transmettre la situation catastrophique dans laquelle est la France? Il y a 3 hypothèses dans son intention. La première, toujours très difficile de dire quelle était l'intention principale, mais il y a 3 hypothèses qui peuvent être mises sur la table. La première hypothèse, il précipite des élections législatives pour précipiter éventuellement l'accès du Rassemblement national au pouvoir. Mais si tel est le cas, pourquoi finalement valide-t-il les processus de désistement qui ont eu lieu entre les seconds tours, entre les 2 tours? On voit bien, vous précipitez l'accès du Rassemblement national à Matignon, vous lui imposez un exercice de cohabitation en espérant qu'il échoue dans cet exercice de cohabitation et vous évitez ensuite l'élection de Marine Le Pen 2 ans plus tard ou 1 an plus tard, 3 ans plus tard, pardon, à l'Élysée. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, il a précipité les événements en pensant qu'il allait pouvoir justement, dans une assemblée qui ne serait pas véritablement lisible, élargir sa majorité en créant une coalition, en finissant d'absorber ceux qui n'étaient pas rentrés dans sa majorité parmi les anciens partis de gouvernement. Soit le PS, soit les LR, soit les deux ensemble. C'est quand même cette hypothèse, pour l'instant, vers laquelle il semble plutôt s'orienter. Mais d'autant plus compliqué quand on entend Gérard Larcher, par exemple, dire qu'il n'y aura pas d'alliance avec le NFP, qu'il n'est pas question d'accepter un Premier ministre qui vienne de gauche. Oui, donc ça rend, si vous voulez, impossible la coalition. Ça rend impossible, de fait, la coalition. Bien sûr. La coalition plurielle. Donc ça, c'est une deuxième hypothèse. Et troisième hypothèse, c'est de se dire, il y a l'hypothèse de la coalition avec les LR et qu'en faisant cela, je vais finalement réussir à arrimer ce que je n'ai pas réussi à faire, la droite républicaine. Mais là aussi, comme je l'ai dit, je crois précédemment, il n'y a pas de majorité pour. Le compte n'y est pas. Bien sûr. Et qu'une motion de censure sera... Oui, mais les motions de censure, Valérie Pécresse a très justement dit il y a 24 heures que de toute façon, une alliance entre Ensemble et le groupe LR ne permettait pas de passer le cap. En l'occurrence, ne permettait pas de dégager une majorité stable et durable. Donc, en fait, vous savez, je pense que Emmanuel Macron est confronté à ce que le sociologue allemand Max Weber écrit à un moment donné, je crois, dans Le Savant et le Politique. Il dit le résultat de l'action correspond rarement à l'intention initiale de l'acteur. Il ne faut pas penser que, préjugé de la capacité de maîtrise des acteurs, à un moment donné, la situation lui échappe. Moi, je pense qu'elle lui a échappé il y a déjà longtemps. Vous pensez qu'il a été dépassé? Je pense qu'il est dépassé. Il est dépassé au moins dans la séquence de cette dernière année que nous venons de traverser.
depuis que le texte sur l'immigration à l'Assemblée nationale au mois de décembre a fait l'objet d'une motion de rejet préalable qui a été adoptée, souvenez-vous, par l'Assemblée. Et il a véritablement, je crois, pris conscience à ce moment-là qu'il était dans une situation de très grande complexité au niveau parlementaire, ce qu'il n'avait vraisemblablement pas conscientisé au moment des élections de 2022. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé cette fois-ci véritablement en situation minoritaire. Et si vous voulez, vous voyez que la séquence ensuite qui s'enclenche donne lieu à tout un ensemble d'erreurs tactiques qui vont mener aux événements que nous sommes en train de vivre. Motion de rejet, le texte sur l'immigration est finalement adopté. Il est adopté grâce aux voix, évidemment, de la droite, et en partie grâce au Rassemblement national. Le président de la République change de Premier ministre en janvier, tout début de l'année 2024, en se disant « je vais nommer un jeune Premier ministre pour contrecarrer, dans la perspective des élections européennes, la montée en puissance de Jordan Bardella ». Donc il fait ce choix alors qu'il aurait pu très bien attendre, c'est-à-dire laisser Mme Borne jusqu'au mois de juin, attendre les élections européennes qu'il aurait certes perdues, mais profiter de ces élections européennes pour finalement changer à ce moment-là de Premier ministre, ce qui quand même quelque part lui permettait de gagner du temps. C'est assez cohérent finalement. Mais c'était totalement cohérent, c'est ce qu'aurait fait n'importe quel ancien président de la République. François Mitterrand n'aurait jamais changé de Premier ministre à 4 mois des élections européennes. Il aurait attendu. Jacques Chirac, pareil. D'ailleurs, Anne Vlaut-Vergeon, ancienne secrétaire générale de l'Élysée de François Mitterrand, l'a dit dans une interview récemment. On n'a pas compris cette décision, elle aussi. Donc vous avez cette erreur tactique qui est commise par le président de la République, qui enclenche ensuite tous les événements que l'on va connaître. Le fait est que, si vous voulez, c'est lui-même qui a dramatisé l'enjeu des élections européennes. À partir du moment où, en fait, il nomme Attal plutôt comme chef de campagne pour mener la bataille contre Jordan Bardella, il crée les conditions d'une interprétation nationale de ce scrutin, d'une lecture nationale de ce scrutin, et d'autant plus que vous avez de l'autre côté un Rassemblement national qui fait campagne en nationalisant toujours plus le scrutin, en faisant un test comme une élection de mid-term américain, et en finalement demandant, si le Rassemblement national arrive largement en tête avec plus de 10 points d'avance sur la liste de la majorité, la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était ça la thématique, souvenez-vous, la thématique de Bardella pendant toute la campagne, c'est ça. Chaque discours, si on est largement devant, il faudra que le président de la République en tire les conséquences et donc renvoie les députés devant le peuple. Et c'est ce qu'a fait finalement Emmanuel Macron. Donc là, vous avez tout un enchaînement de faits qui amène à la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce qui fait qu'il a véritablement, à un moment donné, perdu la main sur le pilotage de sa majorité par une succession, me semble-t-il, d'erreurs tactiques. Est-ce qu'il n'a pas définitivement perdu la main ? Oui, vraisemblablement, parce que, si vous voulez, on se retrouve dans cette situation tout à fait nouvelle, où, pour la première fois, la Ve République ne constitue plus le môle de stabilité qu'elle avait constitué jusqu'à maintenant. La force des institutions de la Ve République, c'est quoi ? C'est d'abord de pouvoir permettre de produire des majorités qui soient fortes et qui permettent à un gouvernement de gouverner dans la stabilité et dans la durée. Là, il a fait basculer la Ve République dans un autre régime, qui est celui d'un régime d'instabilité. Et on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que le risque, c'est que l'on se retrouve pendant 1 an avec des gouvernements que l'on va nommer et qui, du jour au lendemain, peuvent être défaits par la représentation nationale qui peut très bien déposer une motion de censure et les renverser. Vous avez certains discours aussi qui disent qu'en Belgique ou en Italie ou en Allemagne,
il y a eu des périodes où il n'y avait pas de gouvernement, où il y a eu une certaine forme de cohabitation qui s'est mise en place, où finalement ça a pas Il mal n'y a pas de tourné. cohabitation, parce que si vous voulez, la cohabitation est une spécificité propre à la Ve République. Parce que là-bas, vous avez des chefs d'État, mais vous avez des chefs d'État qui ne disposent pas de prérogatives en tant que telles, qui soient des prérogatives Oui, ce sont les chefs du d'ordre gouvernement. gouvernemental. Oui, ce sont les chefs du gouvernement. Le président de la République, c'est quand même lui qui, non seulement nomme le Premier ministre, comme les chefs d'État de ces pays, mais c'est lui qui aussi impulse l'action politique dans le pays. Donc on est vraiment dans des régimes qui sont très différents. Ensuite, je ne suis pas sûr que l'exemple belge, son gouvernement, soit l'exemple optimal pour le fonctionnement institutionnel. Donc, je crois qu'on se retrouve quand même, encore une fois, dans une configuration qui, quelque part, a déstabilisé l'axe institutionnel de la Ve République. Et en fait, la Ve République est confrontée à un véritable crash test. Alors, elle a déjà connu des crash tests précédents. La cohabitation, moi je me souviens en 86, avant que la cohabitation ait lieu, il y avait des débats d'ailleurs entre constitutionnalistes. Certains disaient que non, ce n'était pas l'esprit de la Constitution, d'autres qui considéraient que ça l'était. Et des politiques qui considéraient qu'il ne fallait pas cohabiter, d'autres qui considéraient qu'on pouvait y aller. Notamment, par exemple, Raymond Barre, ancien Premier ministre de Giscard d'Estaing, de Valéry Giscard d'Estaing, considérait que la cohabitation était une hérésie sur le plan institutionnel. Mais ça n'a pas été le cas de Jacques Chirac. Mais la Ve République a réussi à métaboliser cet exercice de cohabitation, et on a eu 3 cohabitations, qui n'ont pas été faciles, toutes, notamment la première, mais qui finalement ont pu fonctionner. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite on a une inversion du calendrier, on a le quinquennat, l'inversion du calendrier électoral, et tout cela a été fait justement pour éviter les cohabitations. Peut-être que le président de la République souhaitait une cohabitation, encore une fois. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas aujourd'hui véritablement les conditions d'une cohabitation, puisque aucune force n'arrive à se détacher de manière, suffisamment forte pour pouvoir imposer une cohabitation au président de la République. J'aimerais qu'on parle de l'arc républicain. Récemment, Édouard Philippe a annoncé qu'il avait dîné avec Marine Le Pen. On a vu que progressivement, ces derniers mois, il y a eu des politiques qui se sont manifestés en disant que le RN est progressivement, de fait, rentré dans l'arc républicain et que ce ne serait pas gênant de le voir au pouvoir. Donc on a parlé d'un gouvernement avec Jordan Bardella. Qu'est-ce qui a fait que le RN est devenu un parti républicain ? Si tant est qu'il y ait des non-républicains, sachant que... D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un parti qui n'est pas républicain ? Exactement. Première question qu'il faudrait poser, parce que moi, tous les gens qui parlent de l'arc républicain, finalement, décident en fonction de leur propre subjectivité qui est républicain et qui ne l'est pas. Pour le coup, la LFI, a priori, pour certains, en est sortie de l'arc. Oui, alors, n'est pas républicain, au sens stricto sensus, les forces politiques qui ne reconnaissent pas la République comme la forme politique de la nation française. Que je sache, ce n'est pas le cas du Rassemblement national. N'est pas républicain les forces politiques qui vont considérer que la démocratie parlementaire n'est pas la forme de régime dans laquelle nous devons exercer les responsabilités politiques. Que je sache, ce n'est pas le cas du Rassemblement national. Les ligues d'avant-guerre étaient profondément anti-républicaines. Elles voulaient abattre la République. Il fallait abattre ce que les ligues républicaines appelaient la gueuse lorsqu'elles désignaient la République. Là, le discours du Rassemblement national n'est pas un discours qui remet en question les institutions, ni la forme de l'organisation politique. Alors après, il y a la question de savoir, est-ce que le Rassemblement national est l'héritier de la vieille droite antisémite ? Force est de constater que, en tout cas, Marine Le Pen, de ce point de vue-là, a très rapidement clarifié la situation par rapport à son père. Je rappelle que lorsqu'elle accède à la tête du Rassemblement national, elle donne un entretien très rapidement au journal Le Point,
Et on l'interroge justement sur toutes ces questions historiques qui sont lourdes dans la mémoire, dans l'imaginaire français. Et elle prend ses distances très rapidement par rapport à l'interprétation plus ou moins ambivalente qu'en faisait le père, en disant condamnation sans réserve du régime de Vichy, reconnaissance absolue du caractère absolument criminel de la Shoah. Donc de ce point de vue-là, tout de suite, elle prend ses distances. Et on a vu, notamment lors des événements du 7 octobre dernier, qu'elle prend une position qui est une position de soutien très claire à l'État d'Israël. Et ça, on contraste notamment avec ce qui se passe du côté de la gauche, et notamment, surtout, principalement de la France insoumise. Donc, le Rassemblement national, aujourd'hui, peut être considéré, au regard de ces différents critères, comme un parti républicain. Alors, sauf si on considère qu'aujourd'hui, n'est plus républicain ceux qui émettent une critique du fonctionnement des institutions européennes, et que je sache, critiquer le fonctionnement des institutions européennes ne constitue pas un comportement et un postulat anti-républicain, sauf si on considère que toute expression souverainiste est anti-républicaine, mais je pense que la souveraineté et la République ont clairement partie liée. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même une très grande difficulté aujourd'hui, si l'on fait preuve d'un peu de rigueur intellectuelle, à considérer que le Rassemblement national ne serait pas un parti républicain. On est là face à un artefact politique aujourd'hui qui a permis en effet tous les désistements que l'on a connus durant à la veille du second tour de cette élection législative. Concernant la France insoumise, on ne peut pas dire que la France insoumise remet en question les institutions républicaines. Elle est certainement plus ambiguë sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question de l'antisémitisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle a un comportement collectif, notamment dans l'enceinte parlementaire, ou un comportement, on le voit aujourd'hui, à l'issue du résultat des élections législatives, qui est un comportement qui est loin d'être apaisant, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui peut apparaître comme un coup de force, par exemple, vis-à-vis du résultat des élections législatives. Lorsqu'on dit, comme M. Quatennens, alors il n'a pas été suivi, je crois, par tous les cadres, il faut être honnête, de la France insoumise, mais quand on dit qu'il faut organiser une grande marche sur Matignon pour contraindre le président de la République à accepter le verdict des urnes, on voit bien qu'il y a là une façon de tordre un peu la réalité électorale. Parce que finalement, qu'on le veuille ou non, le nouveau Front populaire n'est pas aujourd'hui majoritaire, n'est pas en capacité, encore une fois, d'être majoritaire. Il s'agissait d'un appel à manifester, plus que de marcher dans le sens... oui, mais si vous voulez, ça renvoie quand même, qu'on le veuille ou non, à une gestuelle ou une geste, plutôt, qui est une geste qui, de fait, ne reconnaît pas véritablement la réalité des urnes. La réalité des urnes, c'est qu'elle est beaucoup plus complexe que la lecture que peut en faire, ou que peuvent en faire les leaders de la France insoumise. De la même manière, on a des comportements, lors des dernières élections présidentielles, de M. Mélenchon, qui, dès 20 heures, doute très souvent du résultat des urnes. Si vous voulez, ces comportements entretiennent un soupçon, manifestement, sur l'adhésion républicaine ou l'adhésion à l'arc républicaine de la France insoumise. Mais soyons clairs, il n'y a rien aujourd'hui dans le logiciel de la France insoumise qui remet en question le fonctionnement du régime, sauf que la France insoumise a quand même une lecture, disons, nous devons changer de république. Mais dire nous devons changer de république, ça ne veut pas dire que vous êtes en dehors de l'arc républicain. C'est même plutôt, c'est peut-être aussi réaliste, du fait qu'aujourd'hui on est dans une impasse. Ça peut être une issue d'imaginer changement de constitution. La Ve République est une république qui nous a permis de traverser grand nombre de crises. Des crises sociales, des crises politiques,
Je ne suis pas sûr qu'un régime qui soit un régime parlementaire au sens des régimes parlementaires que l'on connaît chez nos voisins soit un régime qui absorbe aussi facilement les grandes crises que nous avons connues. 68, la crise des Gilets jaunes il y a maintenant en 2018, etc. etc. Les institutions de la Ve République ont eu quand même un rôle d'amortisseur extrêmement fort. Après, la difficulté, c'est qu'il faut utiliser tous les outils que vous donnent ces institutions, notamment l'outil référendaire, et ne pas détourner, par exemple, le résultat d'un référendum, comme ça a été le fait en 2008, après le référendum de 2005. Exactement. Donc là, en effet, vous avez en tout cas un certain nombre d'instruments qui permettent de pouvoir affronter des situations qui sont des situations difficiles. Faut-il changer de République ? Moi, je suis de ceux qui pensent que la Ve République est adaptée. Par contre, on peut se poser la question du mode de scrutin. C'est-à-dire que la Ve République, aujourd'hui, avec un champ politique qui est éparpillé, qui est émietté, est beaucoup plus difficile à gérer sur le plan des majorités qu'elle ne l'était quand vous aviez, par exemple, dans les années 70, finalement, 4 grandes forces politiques qui composaient le Parlement, les communistes, les socialistes, l'UDF et où là, le c'était RPR. beaucoup plus clair. C'était beaucoup plus clair, des logiques de bloc se mettaient en place et on pouvait avoir, si vous voulez, la construction d'un fait majoritaire qui était un fait majoritaire incontestable. Beaucoup de personnes ont remis en cause, quand il était question d'un potentiel gouvernement Rassemblement national, le professionnalisme des composantes politiques du RN, de ses potentiels députés. On a vu des photos extrêmement litigieuses, des candidats qui n'étaient pas aptes à être candidats. Une photo d'une personne avec une casquette nazie. Est-ce que ça remet en cause la capacité de ce parti, qui est, qu'on le veuille ou non, le premier parti de France, à pouvoir accéder au pouvoir à un moment donné et à diriger, tout simplement? Est-ce qu'on est en face d'amateurs? Je ne serai pas aussi définitif. Ce qui est sûr, c'est que cette élection législative a traduit, vous avez raison de le dire, un déficit de professionnalisation. Un déficit de professionnalisation, par exemple, dans les investitures. On nous disait au Rassemblement national, ah oui, mais on a un plan Matignon. Le plan Matignon, on peut penser que, je veux dire, en effet, ils ont des candidats investis, dont ils ont bien analysé les profils, dont ils savent que ces candidats ne vont pas poser problème par leur communication passée ou par leur manque de maîtrise des dossiers, parce qu'il y a eu ça aussi, il y a eu un manque de maîtrise de dossiers qui est apparu dans un certain nombre de débats de candidats. Là, manifestement, on a eu quand même, pour certains cas, un sujet. Ensuite, on a eu un autre sujet, c'est-à-dire qui vraisemblablement explique peut-être cet échec relatif du Rassemblement national, c'est que le Rassemblement national a réintroduit les germes de sa rediabolisation, notamment à travers un sujet qui est celui de la binationalité. Oui. On a, du côté du Front National, donner du grain à moudre à ceux qui voulaient absolument remettre en place cette stratégie de diabolisation pour empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir. Là, il y a eu une erreur programmatique qui a pu, si ce n'est coûter de voix, parce qu'elle n'a pas coûté de voix sur le fond, parce qu'on voit qu'il y a une progression entre le premier et le second tour. Le Rassemblement national a gardé son socle électoral du premier tour et même a progressé. Mais il n'a pas, si vous voulez, empêché de la sorte l'abaissement de l'efficacité du Front républicain. Du barrage, le fameux du barrage républicain. Ouais. Parce qu'on aurait pu penser finalement qu'un électeur macroniste n'irait pas voter pour un électeur du Front populaire, a fortiori quand celui-ci porte les couleurs de la France insoumise. Et on constate que, de fait, les reports de voix se sont plutôt bien faits, même s'il y a une perte en ligne, mais ils se sont bien déroulés. Et d'ailleurs, ils se sont bien déroulés aussi, et peut-être encore plus fortement, là, dans le sens du barrage venant de la gauche, lorsqu'il s'agissait de voter pour un candidat macroniste. Oui, Macron.
Donc oui, il y a eu certainement un défaut de préparation. Donc la question pour eux aujourd'hui, ça va être la question de solidifier le profil de leur candidat, d'être plus en vigilance dans le recrutement, et ensuite surtout de pouvoir disposer, s'ils veulent accéder au gouvernement, de profils d'experts qu'ils n'ont pas jusqu'à maintenant ou qu'ils n'ont qu'insuffisamment jusqu'à maintenant. C'est-à-dire des hauts fonctionnaires, notamment, qui puissent venir et légitimer par leur connaissance de la machine étatique l'expertise du Rassemblement national et crédibiliser surtout le Rassemblement national comme force de gouvernement. Dans la situation dans laquelle on est, donc sans majorité et des échéances, je parle notamment du budget, tout ça va arriver en fin de l'année, il va falloir le voter. C'est très flou. Qu'est-ce qui peut se passer dans le cas où, sans gouvernement, sans majorité, on est à voter le budget? On trouvera peut-être un gouvernement technique. Oui, il y a question qui, l'espace de quelques semaines, permettra de gérer les affaires de l'État, la continuité de l'État. Sans passer par le vote. Mais il faudra passer par le Parlement. De toute façon, le projet de loi de finances, comme son nom l'indique, il était indispensable qu'il soit discuté et voté à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Il n'est pas du tout sûr qu'on y parvienne à ce stade. Ce qui peut se passer ensuite, c'est qu'on utilise la vieille technique qui était utilisée sous la 4e République du 12e provisoire. C'est-à-dire qu'on va... tous les mois, le gouvernement demande l'autorisation de crédit au Parlement pour pouvoir faire fonctionner la machine de l'État et notamment pour pouvoir payer les fonctionnaires. C'est ce qui se passait assez souvent sous la 4e République. Mais vous voyez bien que vous ne pouvez pas monter un budget ambitieux de la sorte. Bien sûr. Donc on est là encore une fois, je le répète, mais dans une situation de quasi-paralysie du fonctionnement institutionnel. Si on n'arrive pas à trouver une solution politique qui permette de dégager une majorité. C'est très dangereux pour un pays comme la France. C'est très dangereux pour un pays comme la France, parce que c'est un pays qui a une immensité de difficultés. La première, l'endettement budgétaire, l'endettement. C'est-à-dire que si vous voulez, un pays qui est à plus de 3 000 milliards 3100 milliards de dettes, est un pays qui, aujourd'hui, ne peut pas se permettre une instabilité politique. Parce que l'instabilité politique, ça ne rassure pas les marchés financiers. Surtout quand sa dette est détenue à 50%. Surtout quand sa dette est détenue à plus de 50% par l'étranger. Il y a ce risque-là, qui est un risque essentiel. Et puis ensuite, il y a tous les sujets qui sont liés à la sécurité, à la maîtrise des flux migratoires, qui sont quand même des sujets très importants pour les Français. On l'a vu durant les dernières élections européennes et législatives, où vous ne pouvez pas, si vous voulez, mener des politiques publiques, qui sont des politiques publiques volontaristes, pour en effet répondre aux aspirations et aux attentes des électeurs. Donc, sans compter qu'on n'a pas réglé la question de la crise agricole, on pourrait trouver un nombre innombrable d'enjeux qui ne peuvent pas être traités. La Nouvelle-Calédonie. Qui continue d'ailleurs, il y a encore des morts. Voilà. Donc, vous n'avez pas, en l'absence de stabilité gouvernementale, évidemment, vous ne pouvez pas, de manière très claire, piloter le pays. Et ça, c'est un sujet qui est essentiel. Alors après, la question est de savoir si on est dans une période transitoire et peut-être qu'on sera amené à revoter dans un an pour élire une nouvelle Assemblée nationale. La question ne manquera pas aussi de se poser de la responsabilité du président de la République. Et donc vous verrez dans quelques temps, si aucune solution parlementaire fiable émerge, qu'un certain nombre d'acteurs politiques, d'opposants politiques, poseront la question de la légitimité du président de la République. Donc la démission.
elle sera posée vraisemblablement en ces termes à un moment donné si on n'arrive pas dans 3-4 mois à trouver une solution pérenne. Ce manque de stabilité, est-ce que ça peut provoquer... D'ailleurs, M. Mélenchon l'a déjà posé. Bien sûr, et pas seulement M. Mélenchon, même au Rassemblement national. Est-ce que cette instabilité pourrait conduire à un scénario à la grecque où on ne pourrait plus potentiellement ne pas payer les fonctionnaires, où il faudrait... Sur le plan économique, oui, enfin en tout cas, il y a tous les ingrédients. Oui, alors je serais quand même très prudent. Hein. Ce qui rassure beaucoup de créanciers, c'est que la France a une administration fiscale efficace. Il faut le savoir. Ce qui rassure les créanciers, c'est que la France a une technostructure qui est une technostructure considérée comme solide. Donc, si vous voulez, on n'est pas tout à fait dans la même situation que la Grèce. Je crois qu'il ne faut pas comparer ce qu'est l'État français dans sa profondeur technocratique à ce qu'était l'État grec, sans faire insulte aux Grecs. Mais l'État français est, de ce point de vue-là, disons, une structure qui peut apparaître au moins comme rassurante. Il n'en demeure pas moins que tout ce qui participe à une instabilité politique, encore une fois, quand vous avez un endettement qui est le nôtre, nous surexpose, très clairement. Et je rappelle que nous sommes sous le coup d'une procédure pour déficit excessif de la Commission européenne et qu'on attend évidemment avec préoccupation les prochaines notes des agences de notation. Pour terminer notre entretien, j'aimerais poser une question à laquelle vous avez un petit peu répondu tout au long de l'entretien. Est-ce qu'Emmanuel Macron a définitivement condamné la Ve République? Mais je crois que vous n'êtes pas trop de cet avis. Alors, il l'a condamnée, en tout cas, il l'a fragilisée comme jamais. Est-ce que la Ve République est condamnée? Elle est en tout cas aujourd'hui questionnée par une situation politique qu'elle n'avait pas prévue. C'est-à-dire une situation politique qui est celle issue du scrutin du 7 juillet. Alors d'aucuns vous disent qu'elle est, finalement, cette Ve République, elle fait preuve d'une grande plasticité et qu'elle est capable d'absorber beaucoup de situations. C'est ce que dit par exemple un très grand professeur de droit constitutionnel comme Philippe Rouvillois, qui explique très clairement, dans plusieurs papiers qu'il a publiés, que la Ve République sera en mesure de digérer cet épisode-là. Mais il y a quand même un facteur, il y a deux facteurs. Il y a un facteur politique. Pour la digérer, il faut qu'on trouve une solution parlementaire. Quid si on ne trouve pas cette solution parlementaire? Et peut-être que le caractère hybride, finalement, à la fois parlementaire et semi-présidentiel, est une configuration qui ne facilite pas, si vous voulez, de plaquer ce qui se passe dans des démocraties voisines sur nos propres institutions. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas aussi, et c'est ce qui, en effet, à mon sens, rend particulièrement complexe la période dans laquelle nous sommes entrés, c'est qu'on ne peut pas plaquer le modèle de la démocratie belge, de la démocratie allemande, de la démocratie italienne, de la démocratie espagnole, sur le modèle institutionnel français qui, de ce point de vue-là, est quand même assez différent du leur. Donc ce n'est pas parce que ça se passe en Italie, que ça se passe en Espagne, que ça se passe en Allemagne, que ça va forcément se passer en France. Parce qu'encore une fois, on est dans une architecture institutionnelle qui est quand même légèrement différente. Et dans la possibilité d'élections présidentielles à venir, enfin, les prochaines c'est 2027, mais éventuellement dans le scénario où Emmanuel Macron déciderait de demander, enfin de renoncer, est-ce qu'on pourrait arriver donc à l'étape où le Rassemblement national passe le cap et arrive au pouvoir? Le second tour, ils y accèdent. Non, mais ceux qui considèrent que parce que le Rassemblement national n'a pas obtenu la majorité relative, encore moins absolue,
lors des dernières élections législatives, à mon avis, font une interprétation qui est une interprétation hâtive de ce qui s'est passé. D'abord parce que tout simplement le Rassemblement national a continué à progresser. Quasiment doublé son nombre de sièges. Il a quasiment doublé son nombre de sièges, il a multiplié son nombre de voix, et on voit que si on regarde les résultats des élections européennes, il est arrivé en tête dans 93 ou 94% des communes de France, ce qui est considérable. La situation pour le Rassemblement national d'instabilité dans laquelle nous rentrons peut lui être favorable, peut constituer un levier, peut constituer une opportunité supplémentaire, soit dans un an si on dissout les élections, Oui, pour d'éventuels. ou soit dans 3 ans à l'occasion d'élections présidentielles. Parce que de toute façon, les problèmes sur lesquels grâce auxquels en fait progresse le Rassemblement national, tant qu'ils ne sont pas traités, font que le Rassemblement national, en étant encore d'une certaine manière considéré comme hors système, et de ce point de vue-là, ce qu'on appelle l'arc républicain ou le front républicain peut les servir sur la distance, fait qu'il va s'imposer, il peut s'imposer comme la figure de l'alternance, comme la figure de celui que l'on n'a jamais essayé, puisqu'on les a tous essayés. Et c'est là-dessus, vraisemblablement, qu'aujourd'hui, le Rassemblement national capitalise, et pourra capitaliser d'autant plus qu'on risque, au vu de la situation politique, de se retrouver dans un contexte d'instabilité chronique qui peut exacerber encore plus la défiance vis-à-vis de la classe politique qui sera considérée comme responsable de cette situation, puisque le Rassemblement national ne peut pas être tenu pour responsable de la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, au moins sur le plan institutionnel. Très bien. Merci pour cet entretien, Monsieur Arnaud Benedetti. Merci, chers spectateurs, de nous avoir suivis une nouvelle fois dans ces grands entretiens d'Omerta. Je vous rappelle la sortie donc, du dernier numéro de ce magazine d'Omerta que vous pouvez retrouver dans plus de 5000 kiosques et aussi sur la boutique en ligne, donc le lien en description. Je termine en vous disant à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Omerta.